nous voyons un homme dire qu'il a gagné, pendant qu'on voit un jeu avec un écran clair. L'homme est excité, il a enfin fini le jeu, et nous voyons ses spectateurs également enthousiastes. Nous apprenons que le jeu s'appelle Protect the Empire, un jeu hybride entre défense de tours et attaque de donjons. Après 10 ans, il est la seule personne à avoir réussi à finir le jeu. Il parle à son chat et leur dit que peu importe la difficulté d'un jeu, il le terminera. Cet homme est un streamer nommé RetroTaku, spécialisé dans les jeux rétro à difficulté élevée. Il reçoit un message d'un spectateur mentionnant la mort du saint. Et RetroTaku parle de la façon dont les spectateurs se sont attachés au personnage, souhaitant que tout le monde survive à la bataille finale. Mais tous, sauf le personnage principal, Lucas, sont morts. Son objectif n'était pas de finir le jeu sans mort, mais simplement de le terminer. Il mentionne que même après avoir terminé le jeu, Lucas reste immobile au-dessus du cadavre du boss final, sur les corps des monstres et des alliés. Il dit que, même si c'est un jeu, Lucas semble si seul. L'écran de fin s'affiche et un des spectateurs suggère que les développeurs devraient le récompenser pour avoir battu le jeu, alors que tout le monde se plaignait de la difficulté. Taku répond qu'il n'a pas besoin de ça, il a juste pris du plaisir à jouer. Ses spectateurs le taquinent en disant qu'il fait semblant d'être modeste. Il mentionne que le site web des développeurs a déjà été fermé et qu'il n'y aura pas de suite. Donc, il est improbable qu'il le contacte. Cependant, il reçoit une notification du développeur du jeu, ce qui surprend tout le monde. Le développeur dit « D'abord, tu as ma gratitude. Je pensais que personne ne réussirait, mais je suis soulagé de voir que tu as terminé le jeu. Cela me redonne espoir. » Cela intrigue Taku, qui se demande s'il prévoit une suite. Le développeur lui dit « Tu as prouvé tes compétences, alors viens à cet endroit nous aider. » Taku pense que c'est une arnaque, car il est improbable que le développeur soit venu sur son stream. Il décide de l'expulser du chat en l'appelant Monsieur soi-disant développeur. Mais il est interrompu. L'écran commence à se déformer, tout devient flou, et Taku se demande ce qui se passe avant de perdre conscience. Il se demande s'il a trop joué. L'écran le remercie d'avoir joué, et un bruit fort résonne alors que des objets gigantesques semblent s'écraser. Cela réveille Taku, qui hurle en se demandant d'où vient ce bruit. Il voit qu'un mur en face de lui. Il a été fondu par de l'acide. Il crie, totalement confus, pendant que des débris commencent à tomber autour de lui. Il est envahi par l'odeur de poudre à canon et un coup de canon explose juste devant lui. En regardant autour de lui, il voit un drapeau et une armée de soldats, se rendant compte qu'il est en haut d'un mur de château. Choqué, il se demande encore ce qui se passe et s'il est au milieu d'une guerre. Un soldat remarque qu'il est réveillé et se précipite vers lui, l'appelant « Votre Majesté ». Cela effraie Taku, qui recule en rampant, pensant que c'est un ennemi et criant à l'homme de rester à distance. Le soldat laisse tomber son arme, se met à genoux et le supplie de lui épargner la vie. Taku se demande ce qui ne va pas avec cet homme et en lui disant de se calmer, il voit une énorme boule d'acide lancée dans leur direction. Cela frappe l'homme, projetant Taku au sol. Il peine à se relever et en regardant autour de lui, il voit des gens fondre sous l'acide et hurler. Un autre soldat crie que les créatures approchent et qu'il faut les empêcher de grimper sur les murs. Un des hommes est immédiatement tué, son cadavre empalé jeté par-dessus le mur. Le bras de l'homme atterrit près de Taku, le couvrant de sang, ce qui le ramène brutalement à la réalité. Il assiste à la chute de ses soldats, leur corps sans vie tombant au sol, tandis qu'un monstre, araignée, grimpe au-dessus du mur et avance vers lui. Terrifié, Taku est paralysé de peur alors que les soldats tentent de le sauver, mais sont tués instantanément. Taku se demande s'il rêve, car la situation est insensée. Le monstre le frappe et Taku se dit que mourir de cette manière n'a aucun sens. Mais un homme blond apparaît et lui dit « Votre Altesse, être dans le déni est une réponse ennuyeuse. » Il sort son épée, la charge de rat et tue instantanément l'araignée. Lucas demande à Taku s'il va bien et s'il est blessé. Taku dit qu'il lui semble familier et le reconnaît comme étant Lucas.
Lucas répond qu'il semble qu'il se soit blessé à la tête, mais qu'il est heureux qu'il l'ait enfin appelé par son nom, précisant qu'il ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. Taku se demande si c'est vraiment Lucas et réalise que cela signifie qu'il est à l'intérieur du jeu, qu'il vient de terminer en streaming. En observant le champ de bataille, il se rend compte qu'il est dans une situation désespérée, étant donné la difficulté du jeu. Il voit une armée entière d'araignées se diriger vers lui et reste choqué. Les araignées commencent à lancer des boules d'acide, bombardant les murs. Et Taku se demande pourquoi. Pourquoi il est entré dans le jeu. Lucas attrape Taku et lui dit que les ennemis sont appelés l'armée des araignées noires, expliquant qu'elles ne bougent plus après le coucher du soleil. Bien que le mur avant soit sur le point de s'effondrer, ils doivent simplement tenir bon jusqu'à ce moment-là. Taku se demande pourquoi Lucas le protège et qui il est dans le jeu. Lorsque le soleil se couche, nous voyons les soldats être transportés pour recevoir des soins. Lucas commence à parler à Taku en observant les cadavres des araignées sous ses pieds. Taku lui demande où et quand il se trouve exactement. Lucas lui répond en lui donnant l'année et précise qu'ils sont à Fortress City, également connu sous le nom de base avant de Crossroads. Taku se souvient de cette date et de cet endroit familier, révélant que cela fait partie du tutoriel du jeu. Il en déduit qu'il doit s'appeler Ash. Il demande à Lucas si c'est bien son nom, et lorsque Lucas confirme, Taku prend peur. Taku explique qu'il est le 3e prince héritier de l'Empire et le pire commandant, et que dans le tutoriel, il avait rencontré la pire fin possible. Taku précise encore qu'il est la seule personne à avoir terminé le jeu en mode difficulté maximale, qui combine les modes Hell et Sage. Le mode Sage sauvegarde automatiquement, ce qui empêche de revenir en arrière. Il ajoute que ce tutoriel est un niveau impossible, conçu pour ne jamais être terminé. Le jeu commence avec Lucas qui s'échappe seul, et l'armée des araignées noires n'apparaît normalement que plus tard dans le jeu. Alors comment est-il censé les vaincre dès le début? Il se frappe le visage en se rappelant qu'il a déjà terminé le jeu. Il se dit qu'avec toutes ses connaissances, il doit bien y avoir un moyen. Après s'être remonté le moral, il réalise qu'il est toujours dans une situation désespérée. Il consulte l'écran d'information de la scène et voit qu'il y a des milliers d'araignées, toutes à haut niveau, et que la durabilité des murs est déjà faible. La seule arme qu'il peut utiliser est un canon, et il commence à chercher une solution. Il mentionne que comme il est en mode Sage, il ne peut pas recharger de sauvegarde. Donc, il doit trouver à chaque fois la meilleure manière de survivre. Ayant joué au jeu, il se souvient qu'il existe toujours une option pour s'en sortir. Il cherche dans les informations quelque chose à utiliser. Il sort en courant de sa chambre et hurle à Lucas de convoquer ses troupes d'escorte. Lucas lui demande pourquoi et Taku lui répond qu'il a trouvé un moyen de surmonter la situation. Nous le voyons s'asseoir et commencer à parler à tout le monde. Il reconnaît leur visage, mais c'est la première fois qu'il les voit vivants. Il y a Lily, Ken et Damian. Il demande pourquoi Damian est recroquevillé et ils expliquent qu'il a perdu un ami. Taku se souvient qu'au début, Damian avait un malus et bien qu'il soit un soigneur important, il n'était pas vraiment utile. Il change de sujet et explique à chacun leur rôle. Il dit à Lily, une mage de feu, qu'elle prendra le rôle de tank. Cela la surprend et il explique à Ken, qui en réalité est un tank, qu'il va infiltrer le camp ennemi. Il dit à Damian qu'il sera leur tireur d'élite et ordonne à Lucas de maintenir la ligne de front. Ken proteste, demandant si Taku prend cette situation au sérieux. Taku reconnaît que cela semble être un plan fou, mais il explique que cette scène est impossible à réussir avec des moyens normaux. Il faut donc employer des méthodes folles. Il regarde Ken avec intensité et lui demande s'il compte désobéir au fils de l'empereur et au commandant suprême. L'atmosphère devient tendue et Ken est visiblement effrayé. Taku se lève et sort une lame et la plante dans l'épaule de Lily, expliquant qu'étant dans le corps de Ash, il doit être encore plus fou. Ken se dit que le prince est un véritable fou et qu'il est impossible de lui faire confiance. Nous voyons le couteau dans l'épaule de Lily commencer à s'enflammer et tout le monde est sous le choc. Taku explique que les personnages du tutoriel ont une spécialité cachée
qui contraste avec leur rôle, mis en place comme une blague. Taku demande à Lily si elle a déjà été blessée par du métal, probablement des gobelins, après quoi elle a développé une peau de feu. Il explique que cela transforme son corps en flamme pour éviter les attaques physiques, et que tant qu'elle a du mana, elle peut éviter les coups. Il lui demande si c'est exact. Il explique que dans le jeu, on ne pouvait pas utiliser cette capacité, mais que maintenant, ce n'est plus un jeu. Et pour une scène impossible, il n'a pas d'autre choix que de tricher. Il maudit ceux qui l'ont envoyé ici. Taku s'excuse d'avoir poignardé Lily, et elle lui demande comment il savait pour sa capacité. Il lui répond que cela n'a pas d'importance. Puis, il interpelle Ken, expliquant qu'il était un voleur dans sa jeunesse. Ce à quoi Ken demande comment il est au courant. Taku réplique que la façon dont il le sait n'est pas importante, mais plutôt ce qu'il peut faire avec cette information. Taku explique que Ken peut se dissimuler à volonté. Personne ne le remarquera. Ken reste silencieux. Taku le menace avec le couteau et Ken finit par admettre qu'il peut effectivement le faire. Taku repose le couteau et s'approche de Damian. Il lui dit qu'il est la pièce la plus importante et lui parle de ses yeux, expliquant que c'est pour cela qu'il se souvient si bien de la mort de son ami. Damian se remémore cette perte et commence à pleurer, demandant pourquoi il a été amené ici, se questionnant s'il y a un but noble derrière tout cela, ou si leurs vies ne sont que du divertissement. Taku lui dit de le haïr, mais rappelle que son ami a donné sa vie pour le sauver, et lui demande s'il va juste la gâcher. Il lui dit qu'il doit prendre sa revanche, tuer l'araignée et ensuite se venger d'Ash. Taku demande à Damian s'il veut tuer les araignées, et Damian répond oui. Ensuite, Taku lui demande s'il veut aussi le tuer, et Damian dit oui. Taku dit alors bien, et promet que s'il survit à cette situation, il mourra de ses mains. Lucas crie, et Taku réplique que si le plan échoue, ils mourront de toute façon. Mais il promet à Damian qu'il mourra de ses mains et lui donne sa parole. Alors, au moins pour demain, il doit suivre ses ordres. Taku explique qu'il va utiliser la rancune de Damian comme carburant et il leur dit qu'il n'offrira pas d'excuses. En raison de ses décisions, l'armée est au bord de l'anéantissement. Mais s'ils suivent son plan, ils pourront repousser les monstres et gagner. Il leur demande de lui faire confiance cette fois. Et nous voyons tout le monde avec un air déterminé. Le lendemain, ils sont au sommet des murs, prêts à affronter l'armée des araignées noires. Les soldats battent les tambours pour alerter tout le monde. Taku est à côté d'un canon, tandis que l'armée des araignées commence à se précipiter vers eux. Il commence à expliquer le plan. Pendant que les membres gagnent du temps, il localisera la reine. Et ensuite, ils tireront avec le canon de mana. Le problème est que la reine commande l'armée de loin. Donc, il n'est pas visible pour les gens normaux. Il se demande si c'est possible et ouvre une fenêtre tout en souriant, affirmant que ça l'est. Nous voyons une géante barrière bleue s'étendre depuis le château. Il s'agit de la compétence unique d'Ash, une capacité qui permet de visualiser la zone sous forme de carte. Taku est surpris par ses faibles statistiques, mais il est content d'avoir cette compétence au moins. Il utilise la carte pour chercher la reine, mais il est surpris de ne pas la voir. La scène passe à Taku qui donne des potions de stamina à Ken, qui se prépare à sortir par la porte. Pendant ce temps, Lily, effrayée, attend à son poste et Lucas commande les troupes. Il voit le visage stressé de Taku et interprète cela comme une indication qu'il est prêt. Alors, il ordonne aux soldats de tirer. Les soldats tuent quelques araignées et Lucas fait un signe de pouce en l'air à Taku, qui se concentre pour essayer de localiser la reine. Il se rend compte qu'elle doit être à l'arrière et demande à Damian s'il peut la voir. Damian se concentre et décrit la reine. Taku positionne le canon et ordonne à Damian de le tenir. Damian a peur, mais Taku le rassure en lui disant que c'est normal de manquer et qu'il prendra la responsabilité. Il dit à Damian que tout ce qu'il doit faire, c'est tirer et venger son ami. Damian tire le levier et nous voyons le canon se charger en mana avant de tirer. Le boulet traverse l'armée ennemie, se dirigeant vers l'arrière. Une énorme explosion éclate et les soldats affirment que la cible a été touchée. Ils félicitent Damian et nous apprenons que Damian a un trait unique
qui lui permet de jamais rater ses cibles. Taku remarque cependant que les monstres continuent d'avancer. Il utilise une lunette et repère la reine, protégée par les araignées. Elle pousse un cri et les araignées changent de tactique, se dirigeant vers l'endroit où se trouvait Lily. On voit Ken caché derrière un arbre avec une seule potion de stamina restante. L'armée des araignées passe devant lui et il hésite à fuir. Pendant ce temps, Damian affirme que le coup a bien touché, mais la reine est toujours vivante. Taku explique que la reine des araignées est généralement faible, mais la version de ce tutoriel est différente. Il n'a pas d'informations sur elle et se demande si elle a un statut d'immortalité. Un soldat crie que le canon atteint sa limite et qu'il ne reste que 3 tirs possibles. Taku est très inquiet, sachant qu'il est impossible de le tuer avec 3 tirs, surtout avec Damian dont les yeux sont épuisés. Un soldat hurle qu'un démolisseur arrive et un énorme crabe araignée charge le mur déjà endommagé. Taku hurle à tout le monde de se concentrer dessus, mais cela ne fonctionne pas et le mur s'effondre sous l'impact du monstre. Les autres araignées suivent le démolisseur. Lucas et Taku donnent leurs ordres. Damian tire un autre coup, mais ses yeux sont visiblement en souffrance. Nous voyons Lucas tenir la ligne face à l'armée des araignées, répétant qu'ils doivent protéger Taku. Taku commence à paniquer en voyant les soldats mourir, réalisant enfin la réalité de leurs cris. Il n'avait pas saisi l'ampleur de la situation lorsqu'il jouait au jeu, mais maintenant, le poids de ses actions le frappe durement. Il panique, incapable de trouver une issue. Ken attire les araignées en criant, les faisant le suivre. Il se cache derrière un rocher et active sa furtivité, mais manque de mana pour la maintenir. Il est entouré par les araignées qui le déchirent en morceaux. Taku réalise que c'est son mauvais jugement qui a causé la mort de Ken, ainsi que celle des autres. Dans le jeu, il sacrifiait souvent des personnages pour progresser, mais maintenant, il comprend la gravité de ses décisions. Un soldat annonce que le 4e tir est prêt, et Taku demande à Damian s'il est prêt. Damian saigne des yeux, mais dit oui. Il tire à nouveau, et la reine hurle, mais elle n'est toujours pas morte. Il tombe à genoux, réalisant que leur attaque ne fonctionne pas, et qu'il ne reste plus qu'un seul tir. Taku se demande si c'est vraiment la fin. Alors que tout semble perdu, un soldat remarque que la reine a été endommagée, et un éclaireur loyal à son rôle déclare qu'un dernier coup pourrait la tuer. Cependant, une boule d'acide frappe l'éclaireur. Lucas crie pour Taku, et nous le voyons tomber de la tour, qui s'effondre. Il perd conscience, mais il est réveillé par une lumière. Cette lumière est en fait Lucas, qui bloque les débris pour le protéger. Lucas lui demande s'il va bien, avant de vomir du sang. Lucas évoque un souvenir datant de 20 ans, mais Taku ne comprend pas, car il n'est pas vraiment Ash. Lucas mentionne un moment où Ash lui avait dit qu'il ne deviendrait pas empereur, mais qu'il deviendrait l'homme le plus grand du monde. Il avait demandé à Lucas de devenir le meilleur chevalier du monde. Ces mots avaient profondément motivé Lucas. Taku sort le corps inconscient de Lucas des débris, lui demandant de rester en vie, car il est le héros et ne peut pas mourir ici. Il analyse la situation et voit Damian et les autres soldats près du canon. Il se demande comment ils sont encore en vie. Où sont les araignées? Lily l'appelle tout en retenant les araignées. Elle lui dit que ce n'est pas encore fini, mais elle est empalée par les araignées. Taku hurle, mais elle lui dit qu'elle ne pourra plus tenir longtemps. Elle dit que bientôt, les monstres briseront leur défense et qu'ils n'ont plus de temps. Alors, il doit se dépêcher. Taku ordonne de préparer le dernier tir, mais un soldat l'informe que le canon a dépassé ses limites. S'il tire, il explosera. Taku répond qu'il vaut mieux tenter leur chance, même s'ils doivent mourir dans les flammes. Un soldat demande comment ils vont viser, car ils ne peuvent plus voir dehors et le support du canon est détruit. Taku dit qu'ils le tiendront à la main et qu'il n'y a pas besoin de viser, il suffit juste que Damian tire. Taku s'approche de Damian et lui dit que c'est la dernière fois. Il doit tirer et qu'il doit se surpasser encore une fois. Damian dit que peu importe ce qu'il fait, rien ne change et il demande à quoi bon. Taku dit que s'il touche la reine encore une fois, elle mourra. Damian répond que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Même s'il tue la reine, qu'est-ce que ça changerait? Le monde lui a toujours pris ce qu'il avait et il veut arrêter tout ça. Il ne veut plus vivre ainsi.
Taku l'interrompt en criant son nom et lui demande s'il pense vraiment que le monde est injuste. Même s'il surmonte un obstacle, il vivra toujours dans un enfer? Damien dit oui. Et Taku lui saisit par le col, lui criant que tout le monde sait déjà ça. Rien ne se passe jamais comme on le souhaite. Mais c'est ça, la vie. Il lui demande s'il va rester là, à attendre la mort, ou s'il va continuer à se battre jusqu'à la fin. Taku dit qu'il a l'intention de se battre jusqu'au bout, et que s'il veut tellement mourir, Damien devrait se suicider. Mais s'il est trop lâche pour ça, alors qu'il devienne sa gâchette. Taku lui dit d'arrêter de chercher son ami mort, et de se concentrer sur son rôle de soldat. Il est sa pièce maîtresse, sa clé, et c'est tout ce qu'il a besoin d'être. Taku active alors sa compétence de commandant et donne un ordre direct à Damien, faire exploser le visage du monstre. Damien accepte de le faire, et un de ses soldats informe Taku que le canon est chargé, mais qu'il n'y a aucun moyen de refroidir le canon. Taku ordonne au soldat de se pousser, affirmant qu'il tiendra lui-même le canon. Le soldat lui dit que le canon est trop chaud et que cela sera pire qu'une brûlure normale. Taku répond qu'il préfère mourir de cette manière et demande à Damien s'il est prêt. Damien dit qu'il ne voit plus et ne sent plus ses mains. Taku lui répond que c'est normal et que tout ira bien. Le canon commence à chauffer et Taku commence à crier de douleur à cause de la chaleur. Les soldats commencent à l'aider en saisissant le canon à leur tour, malgré la chaleur. Ensemble, ils lèvent le canon en direction du démolisseur. Taku appelle Damien et celui-ci, malgré ses yeux saignants, tire le levier. Le canon se charge de mana et tire une énorme décharge d'énergie. Nous voyons le boulet se propulser dans les airs et Taku répète sans cesse qu'il faut que ça touche, même s'il commence à perdre connaissance. Taku pense que c'est une tâche impossible. Il devait viser un ennemi qu'il ne pouvait pas voir. Et il n'y avait aucune chance que le tir atteigne sa cible. Cependant, nous voyons le boulet se courber dans les airs, ignorant tous les facteurs limitant le tir, y compris tous les monstres de l'armée. Le tir touche directement, car sa cible avait été prédéterminée. Le tir touche directement le visage de la reine araignée, provoquant une énorme explosion. Taku commence à se rappeler de son premier spectateur sur son stream. Il était heureux de recevoir un message dans le chat, mais il ne se souvient pas de ce qu'il avait répondu. Il ouvre les yeux en criant et se rend compte qu'il est couvert de bandages, surpris d'être en vie. Lily lui dit de se reposer davantage, car ses brûlures sont profondes et prendront du temps à guérir. Elle lui explique qu'il a dormi pendant 4 jours et pensait qu'il ne se réveillerait pas. Taku est heureux de comprendre qu'il a survécu. Et Lily lui explique que le dernier tir a tué la reine araignée, que l'armée s'est arrêtée immédiatement et qu'ils ont gagné. Taku regarde par la fenêtre et voit les soldats déplacer les morts et brûler les cadavres araignées. Lily lui décrit ses blessures et lui dit qu'après sa guérison, il lui restera des cicatrices. Taku dit que ces cicatrices sont un moindre prix à payer que la perte de la vie. Il demande à Lily comment elle va, remarquant qu'elle est en fauteuil roulant. Lily lui explique qu'elle a manqué de mana et qu'une araignée lui a griffé le dos, la paralysant désormais de la taille aux pieds. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, se disant juste reconnaissante d'être en vie. Il lui annonce que seuls 9 d'entre eux ont survécu en tout, ce qui bouleverse Taku, qui se demande s'il y avait une autre stratégie, une méthode pour sauver tout le monde. Lily le réconforte en lui disant qu'il n'est pas un dieu et qu'il n'y avait aucun moyen de sauver tout le monde. Taku explique que, dès le départ, c'est lui qui a entraîné les soldats ici. Lily lui répond que personne ne s'attendait à ce que les monstres agissent en ordre, car cela n'était pas arrivé depuis des décennies et qu'il ne doit pas être trop dur avec lui-même. Lucas fait irruption dans la pièce en pleurant, criant à quel point il est heureux de le voir en vie. Il demande à Taku s'il est blessé et lui dit qu'il peut amener Damien s'il le souhaite. Taku demande à Lucas s'il va bien et Lucas répond que sa principale force est d'être résistant. Lucas tient une liste des soldats morts et dit qu'il n'a pas pu retrouver les corps de certains d'entre eux, mais qu'ils ont récupéré ceux qu'ils ont pu trouver. Taku demande où il rassemble les corps, disant qu'il ira les voir. En chemin, Taku croise Damien et il est surpris de voir que Damien guérissait tout le monde après ce qui s'est passé. Taku lui dit que
S'il le souhaite, il lui donnera l'argent pour prendre sa retraite et qu'il peut faire ce qu'il veut désormais. Damian mentionne que Taku l'a nommé sa gâchette et il dit qu'il veut comprendre les origines des monstres et pourquoi son ami est mort. Il demande à suivre la voie de Taku. Taku accepte. Ils se rendent au cimetière pour rendre hommage aux morts. Il organise une cérémonie funéraire pour les défunts. Taku reconnaît qu'il n'y avait pas de meilleure stratégie et qu'il a choisi un plan et l'a exécuté. C'est son résultat. Et il portera les conséquences de ses actions. Après les funérailles, Taku dit à Luka de récupérer les corps et de les transférer dans un champ vide à l'ouest de Crossroad pour les enterrer là-bas. Il prévoit de construire un cimetière là où se trouvait l'ancien mémorial dans le jeu. Taku déclare qu'à chaque année, le dernier jour de février sera consacré à honorer les sacrifices. Taku dit à Luka qu'il n'échouera pas 2 fois et qu'il est temps de retourner au quartier général. 3 jours plus tard, on les voit en caravane, se dirigeant vers le champ principal. Taku, à l'intérieur d'un des carrosses, est extrêmement ennuyé, mais on voit qu'il a une option de sélection de métiers disponible. Taku mentionne qu'après avoir atteint le niveau 5, on peut choisir un métier. Nous voyons que ses statistiques ont à peine augmenté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il peut choisir n'importe quel métier dans le jeu. Cependant, l'une des classes est inconnue, un métier caché qu'il n'a jamais vu auparavant. Il se demande si c'est une classe secrète, une récompense pour avoir terminé le mode difficulté maximale. Il mentionne que sa compétence est inutile au début et que choisir un métier qu'il ne connaît pas est très risqué. Luka l'interrompt, disant qu'ils sont proches de Crossroad, et Taku regarde par la fenêtre de la caravane, apercevant un énorme mur de forteresse. Il explique que c'est au sud du monde, conçu pour empêcher les monstres d'émerger de la région du sud appelée Black Lake. Autrefois, c'était une zone importante, mais aujourd'hui, elle est gérée par des mercenaires, des soldats retraités et des personnes qui ont échoué dans la société. Les mercenaires sont embauchés, peu importe leur niveau de compétence, car l'Empire avait juste besoin de boucliers humains. Cependant, après le développement constant de bâtiments commerciaux, l'endroit est maintenant appelé Fortress City. Taku regarde les rues de la ville principale depuis son carrosse et il remarque que l'atmosphère est horrible. Il comprend qu'après la mort de tant de gens, ils le verront d'un mauvais œil, mais il a préparé quelque chose pour cela. Les résidents aperçoivent un chariot rempli de gemmes magiques et Taku explique que leur confiance en lui est nulle pour l'instant, mais qu'il sait comment gagner leur sympathie en abusant de l'argent pour acheter leur confiance. Il arrive au manoir du seigneur et Taku est surpris par la taille de la maison. Un des serviteurs sort en courant et criant, se précipitant vers Taku et en disant qu'il était très inquiet pour lui. Taku explique que cet homme s'appelle Heyer et qu'il est un PNJ qui gère la ville et s'occupe des tâches administratives. Ils entrent et Heyer dit qu'il a préparé le bain et le dîner pour Taku. Taku dit à Luka d'aller se reposer, tandis que Heyer le guide vers le bain. Heyer lui dit qu'une fois dans l'eau, sa fatigue disparaîtra. Taku le remercie et lui dit qu'il peut aller se reposer. Mais Heyer le félicite, l'appelant Rétro Taku. Heyer dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse réussir le tutoriel. Cela énerve Taku et Heyer révèle qu'il est le directeur du jeu. Taku le frappe, furieux, car Heyer est celui qui l'a amené ici. Heyer s'excuse immédiatement, disant que le monde a besoin de lui. Mais Taku se jette sur lui, coupant ses excuses. Nous voyons Heyer lever les mains en l'air, s'excusant encore. Taku demande pourquoi il l'a amené ici. Heyer explique qu'il y a une fin véritable que personne n'a encore atteinte et qu'il a réinitialisé le monde plusieurs fois pour essayer d'atteindre cette fin, mais qu'il n'a jamais réussi à obtenir la fin qu'il souhaitait. Il a donc changé la forme du monde pour en faire un jeu, afin que des personnes venant d'autres mondes puissent essayer. Mais même avec cela, personne n'a été capable d'atteindre la véritable fin. Heyer dit que même si Taku n'a pas obtenu la fin qu'il voulait, il a tout de même accompli quelque chose que personne n'avait réussi. Il a donc conclu que Taku avait la plus grande chance d'y arriver. Et c'est pourquoi il l'a amené ici. Taku commence à crier contre lui, furieux d'avoir été kidnappé et d'avoir été mis dans le tutoriel de tous les endroits possibles. Heyer dit que c'était un bug,
mais que s'il parvient à atteindre la véritable fin, il exaucerait un souhait pour Taku. Taku répond sarcastiquement « Qu'est-ce que c'est? Comme dans Dragon Ball ?» Ayer explique qu'il est semblable à un dieu dans ce monde, donc c'est normal. Taku retournera dans son propre monde, il lui offrira un cadeau. Taku demande si ce souhait peut être n'importe quoi, comme 10 milliards. Ayer répond qu'il peut faire bien plus que ça. Taku admet que c'est tentant, car il avait un souhait qu'il veut absolument voir se réaliser. Ayer mentionne qu'il sait qu'il y a un souhait que Taku veut exaucer, un souhait qu'il croyait impossible. Taku réalise alors qu'Ayer l'a amené ici en sachant qui il était et ce qu'il regrettait. Ayer dit qu'il exaucera le souhait tant que ce désir existe encore dans le cœur de Taku. Taku demande pourquoi, s'il a ce pouvoir, il ne l'utilise pas simplement pour résoudre ce problème lui-même. Ayer explique qu'il y a des restrictions et que dans ce monde, il est un humain normal. Taku se demande ce qui se passe s'il meurt ici. Ayer dit qu'il mourra tout simplement, que la vie est comme un jeu à une seule pièce. Il lui explique qu'il pourra le renvoyer sur Terre immédiatement s'il le voulait. Son plan initial était de l'amener ici pour lui demander son avis d'abord. Mais il y a eu un problème. Ayer lui dit qu'il doit choisir entre tenter de réaliser son souhait ou retourner vivre paisiblement. Taku répond que normalement, il serait parti tout de suite. Mais deux choses le retiennent. Son désir de voir son souhait réalisé et sa confiance en lui. Car il a déjà terminé le mode de jeu le plus difficile. Alors, le faire une nouvelle fois ne devrait pas poser problème. Taku accepte de rester et demande à Ayer de le soutenir. Il dit à Ayer de vendre tous les gemmes d'ici demain, mais Ayer dit qu'il ne peut pas. Taku lui ordonne de l'écouter. Ayer dit qu'il comprend, mais demande ce qu'il compte faire avec l'argent. Taku se rend à la guilde des mercenaires pour faire les tirages de gacha et il décide de commencer doucement avec 100 tirages. Il entre en trombe dans la salle. Les gens le regardent et commencent à crier. Mais Taku crie en retour, demandant s'ils veulent mourir. Les gens finissent par le reconnaître comme le prince fou. Taku explique que la guilde des mercenaires est l'endroit où l'on peut recruter des personnages. Et leur impact varie selon leur rang. Ils cherchent quelqu'un avec une aura spéciale et repèrent une vieille dame qui fume au bar. Il est excité de voir une SR, super rare. Il s'assoit à côté d'elle et lui demande son nom. Elle répond qu'elle s'appelle Jupiter et il la reconnaît comme la sorcière de la foudre. Taku demande d'où vient son uniforme et elle lui explique que c'est un ancien modèle de l'Empire. Elle mentionne qu'elle était capitaine de la 2e escouade des sorciers. Mais elle vit maintenant comme mercenaire depuis sa retraite. Elle lui demande pourquoi il est là. Et Taku lui répond qu'il est venu embaucher des mercenaires. Jupiter lui demande s'il est là pour acheter de la chair à canon, des gens qui mourront à sa place. Elle dit que les rumeurs de leur bataille se sont déjà propagées ici. Et c'est vrai, tout le monde dans cette guilde est un bon à rien. Ils ne veulent pas être envoyés à la mort par un commandant novice. Taku répond qu'il comprend, mais que de toute façon, ils sont là pour vendre leur vie. Il ajoute que son commentaire est étrange, car même si son passé militaire est impressionnant, elle a été renvoyée pour avoir volé des fonds militaires et pour avoir fait de la contrebande. Elle a été déshonorée et renvoyée, mais elle porte toujours son uniforme avec fierté. Taku lui dit qu'elle est corrompue jusqu'à la moelle, mais que ses capacités de combat sont incroyables. Même si elle est plus pirate que soldat, elle reste la sorcière de la foudre Jupiter. Jupiter lui dit que même si sa carrière s'est mal terminée, elle garde encore sa fierté en tant que soldat de l'Empire. Mais Taku l'interrompt et lui demande combien elle coûte. Mais elle ne répond pas. Alors il répète la question. Combien faut-il pour faire d'elle une chienne de chasse? Elle dit que cela coûterait au moins 100 000. Mais Taku l'interrompt, offrant 200 000. Même si c'est une somme énorme, il est prince et vient de vendre toutes les gemmes. Si l'opportunité d'acheter un mercenaire SR se présente, il est prêt à payer n'importe quel prix. Taku dit à tout le monde qu'il leur paiera le double de leur salaire d'origine et qu'ils doivent se rendre dans le champ vide à l'ouest de Crossworld ce soir. Il quitte ensuite la guilde et se rend à l'église. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Comme c'est ma toute première vidéo, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Si vous avez apprécié, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Sinon, petite info,
Pour les passionnés de science-fiction et autres jeux énormes, Star Citizen est qui est le meilleur jeu du monde, ou en tout cas le plus ambitieux, et en promo en ce moment. Je suis en train de me lancer sérieusement dans le jeu et je cherche des personnes motivées pour bâtir ensemble quelque chose d'unique. Une ville ou même une communauté ou simplement des touristes de l'espace. Si ça vous tente, utilisez mon code de parrainage que je vous laisse en description. Commencez avec un petit bonus non négligeable. Je vois pas pourquoi se priver quand même d'un petit extra. Rejoignez-moi et créons quelque chose de grand dans cet univers infini. Enfin, une fois qu'on pourra construire, quoi. Sinon, merci d'avoir regardé et à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.